quand j'ai lu ça, je me suis dit mais waouh, mais Rhysand, l'inventeur des réunions en non-mixité en fait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant d'aborder dans l'introduction le sujet de la vidéo, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés parce qu'on est déjà plus de 500. Et vraiment, ça me touche vraiment beaucoup de voir le nombre d'abonnés qui augmente sur ma chaîne. Et je voulais juste vous remercier, merci beaucoup de vous abonner, de partager, de commenter mes vidéos. Ça me touche énormément. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 3e tome de la saga ACOTAR qui est donc un palais de cendres et de ruines, parce que là, même si j'ai terminé toute la saga, même le dernier qui est sorti, je vais filmer toutes les vidéos maintenant parce que sinon je risque d'oublier tout ce qui s'est passé étant donné que mon cerveau marche parfois à l'envers. Donc avant que tout ce qui s'est passé ne quitte mon cerveau, je préfère faire des vidéos histoire de pas trop oublier de choses. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que ces vidéos vont sortir. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le premier et sur le 2e tome que je vous mettrai là, soit au-dessus de ma tête, soit en barre d'infos, mais si vous les avez pas vues, eh bien allez les voir. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé très succinct de ce qui se passe dans le 2e tome. Alors je m'excuse d'avance parce que je sais que ça se prononce Feyre, parce que quand j'étais en train de lire le tome 3 ou le tome 4, je sais plus, j'avais envoyé un vocal à Estelle et je lui avais dit ouais gneu faire, parce que le premier tome je l'ai lu en français, donc pour moi je le lisais faire, et même là, même quand je continue et que je le lis en anglais, je le prononce quand même faire, et elle m'a dit ouais s'il te plaît et tout, par contre prononce-le Feyre, et elle a raison, ça se prononce Feyre, du coup faut que je le prononce Feyre, mais si je le prononce mal, excusez-moi d'avance. Pour revenir sur le 2e tome, après les aventures de Feyre sous la montagne, elle repart à la course du printemps avec Tamlin, sauf qu'elle a des PTSD à cause de tout ce qui s'est passé. Tamlin a des PTSD, il la surprotège, il l'enferme, etc. Elle peut absolument rien faire, et le jour de son mariage, en fait, elle se rend compte qu'elle a pas envie de se marier, elle est au bord du mental breakdown, et là il y a qui déboule? Il y a Rhysand qui déboule pour la sauver, parce que lorsqu'ils étaient sous la montagne, ils avaient fait un pacte selon lequel Rhysand pouvait la récupérer 1 semaine par mois, donc il la prend avec lui à la cour de la nuit, etc. Et il la prend plusieurs fois, jusqu'au jour où Feyre retourne un jour qui n'est pas la semaine où Rhysand a sa garde, entre guillemets, à la cour du printemps, et en fait Tamlin l'enferme dans le château, sauf que Feyre elle a des PTSD et être enfermée elle peut vraiment pas, et du coup elle fait un total mental breakdown. Il y a la cousine de Rhysand qui vient la récupérer, et en fait elle l'amène à la cour de la nuit, donc Feyre quitte la cour du printemps, et du coup elle apprend à connaître Rhysand, elle fait des missions pour lui, elle se rapproche des amis de Rhysand qui sont son cercle interne, etc. Elle apprend à les connaître. Entre temps, on apprend également qu'il y a une guerre qui se profile, donc il y a Hybern qui est un royaume voisin, un royaume de Fae, qui veut envahir Chrétien. Absolument personne a l'air d'en avoir quelque chose à foutre sauf Rhysand, voilà, donc ils essayent de chercher des alliés. Entre temps, ils se rapprochent, Feyre et Rhysand, vous imaginez bien, voilà, à force de le côtoyer, elle se rend compte qu'il est pas si méchant que ça, qu'en fait il a juste mauvaise réputation, etc., etc. Elle finit par tomber amoureuse de lui, bla bla bla. Elle apprend qu'en fait ils sont âmes sœurs, bla bla bla. Et du coup, comme je vous ai parlé de la guerre, ils essayent de chercher des alliés, et pour cela ils essayent d'avoir un pied dans le royaume des humains. Pour cela, Feyre reprend contact avec ses sœurs. Vous vous rappelez ces 2 sœurs qui étaient dans le premier tome? Elle reprend contact avec ses sœurs, etc. Donc ses sœurs vont rencontrer Cassian, Azriel, Morrigan. Entre temps, ils ont besoin de trouver un objet magique qui est chez le roi d'Hybern, et là il y a la bande qui tombe complètement dans un piège à la fin du livre, et donc pour éviter que tout le monde ne se fasse massacrer, parce que du coup plot twist, en fait Tamlin est un allié du roi d'Hybern, il a passé un pacte avec lui pour récupérer Feyre, et du coup pour éviter que le roi ne tue tout le monde, elle lui demande de rompre son lien d'âme sœur avec Rhysand, alors que c'est pas possible. Enfin bref, honnêtement je ne sais toujours pas ce qui s'est passé à la fin de ce tome. Si quelqu'un peut m'expliquer le retournement de situation, parce que j'ai bien compris que Tamlin avait fait ce qu'il avait fait et tout, mais je comprends toujours pas pourquoi le roi d'Hybern les a laissés partir. Bref, donc Feyre, elle fait semblant en fait d'avoir été contrainte par Rhysand, et elle repart à la course du printemps avec Tamlin. Donc en fait elle joue un double jeu pour pouvoir être une espionne et passer des informations à Rhysand pendant qu'elle sera à la cour du printemps. Et du coup, chose très très importante que j'ai oubliée, c'est qu'à la fin du tome 2, les 2 sœurs de Feyre sont plongées dans le chaudron, et on apprend que Lucien est l'âme sœur de Hélène. Voilà, enfin qu'en gros tous les 2 ils sont âmes sœurs, mais le plus important étant qu'elles sont plongées dans le chaudron et qu'elles ressortent en tant que High Fae. Et c'est comme ça que se termine le tome
tome 2 de Akomaf. Et donc au début du tome 3, on retrouve Feyre qui est effectivement à la cour du printemps, qui fait semblant de toujours aimer Tamlin mais d'avoir subi des choses horribles et parissantes, alors qu'en fait elle complote totalement pour la chute de Tamlin. Donc en fait que ce soit pour ruiner ses relations, les relations qu'il a avec les membres de sa cour, etc., son autorité, enfin bref, tout pour lui nuire en fait. Et il y a plusieurs personnes qui ont trouvé que le début du livre était assez lent, enfin qu'il se passait pas grand chose, et moi en fait j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois on voyait Fer qui utilisait son cerveau pour ruiner la vie de Tamlin. Donc franchement j'ai trouvé ça pas mal et c'était cool. Je vous avoue que je vais trouver un petit côté badass à faire pour tout ce qui s'est passé dans la première partie du livre. Après le truc qui était chiant c'est qu'elle semblait se le rappeler toutes les 2 pages qu'elle était badass, donc toutes les 2 pages en fait elle se le disait clairement qu'elle était badass, mais comme si on risquait d'oublier. Enfin bon, ça c'est du Sarah J Maas encore. Et je me rappelle qu'à un moment ils étaient en train de discuter de Rhysand et de à quel point Rhysand était horrible, etc. Et il y a Fer qui dit non mais franchement je comprends vraiment pas comment est-ce qu'ils peuvent penser ça de mon âme sœur, Rhys aurait jamais pu faire ça. Et vraiment à ce moment là j'avais envie de lui dire mais meuf, est-ce que t'as oublié que dans le premier tome, il t'a drogué, il t'a quasiment prostitué devant toute la cour, il t'a obligé à danser, il t'a touché sexuellement et il t'a cassé le bras, parce que ça, on n'en a plus jamais entendu parler. Il s'est excusé, enfin il s'est pas vraiment excusé d'ailleurs, soit dit en passant, enfin en gros il a dit qu'il a fait ce qu'il avait à faire et plus personne n'en a reparlé comme si c'était totalement normal. Donc bon, ça à la limite on met ce sujet de côté, mais étant donné que c'est l'image qu'il donne et que bah c'est l'image qu'il se donne, c'est normal que les gens pensent que il est totalement cinglé et qu'il est totalement diabolique. Enfin jusque là tout est normal. Et du coup de retour à la cour du printemps, on a le retour de Yante qui est la vilaine prêtresse qui a vendu les sœurs de Feyre au roi d'Hybern. Et pour le coup moi je m'attendais à ce que ça pète en fait, que ce soit du côté de Feyre ou que ce soit du côté de Tamlin, parce que la meuf a quand même comploté dans son dos. Elle a dit au roi d'Hybern où est-ce qu'il pouvait trouver les sœurs de Feyre, et là Tamlin il a l'air d'en avoir rien à fiche, alors que bon c'est grave quand même, elles ont quand même été kidnappées, transformées sans leur consentement, etc. Elles auraient pu mourir, donc je pensais qu'il aurait une quelconque réaction. Mais en fait non, elle a donné une explication toute claquée et tout le monde a eu l'air de la gober. Ils étaient tous en mode c'est pas grave, on te pardonne, alors que enfin bon, les faits sont probants quand même, mais si on parle de cette personne, enfin elle est totalement tarée, hein. Enfin en fait, il n'y a pas à agir comme une succube comme ça, à violer les gens dans la rue, mais ça va pas ou quoi? Et pour le coup, quand Fer s'est incrusté dans son cerveau, parce que Fer a le pouvoir en fait de lire dans les pensées des gens, de pouvoir un petit peu farfouiller dans leur cerveau, comme Rhysand en fait, elle a hérité ça de Rhysand quoi, elle est devenue High Fae, et qu'elle lui a dit de prendre une pierre et de se frapper la tête avec la pierre, et en gros elle lui a dit qu'elle toucherait plus jamais un homme sans son consentement, et franchement j'étais en mode yes, Fer, vraiment la queen du consentement, parce que c'est clairement ce qu'elle méritait. Enfin il n'y a pas à avoir un comportement comme ça de prédatrice sexuelle, berk. Et du coup, après avoir totalement ruiné la vie de Tamlin, c'est-à-dire en ayant semé la discorde dans sa relation avec Lucien, alors que Lucien est censé être le meilleur ami de Tamlin, en ayant retourné toute sa cour contre lui et en ayant tué le neveu et la nièce du roi d'Hybern, Feyre, toute contente, elle repart en direction de la cour de la nuit pour retrouver sa famille. Sauf que petit incident, sur le chemin du retour, ils se font attraper par les frères de Lucien qui sont complètement tarés, complètement on va se le dire, ils ont des petits problèmes de cruauté, tout ça. Ils sont attrapés et du coup alors que tout est perdu parce que Fer a perdu ses pouvoirs, il y a qui apparaît? Cassian et Azriel qui viennent pour la sauver, et franchement j'étais tellement émue parce que ça faisait 13-14 chapitres je crois qu'on les avait pas vus parce qu'on était que du point de vue de Feyre et que Feyre était à la cour du printemps, on savait pas ce qui se passait à la cour de la nuit, et Azriel et Cassian c'est 2 de mes personnages préférés, donc quand je vous dis que quand ils sont apparus j'étais en mode yes, enfin vraiment trop d'émotions, j'étais trop contente. Et il faut d'ailleurs que je vous lise un passage. Donc j'ai surligné le passage sur ma Kindle. Donc il y a Eris qui est le frère de Lucien qui tient Feyre par les cheveux, ils sont sur de la glace hyper fine, etc. Et Feyre elle peut rien faire parce qu'elle a plus ses pouvoirs. Et là il y a Azriel qui arrive et qui dit « Je vous conseille de lâcher madame », dit-il à Eris avec un calme terrifiant. Et vraiment j'étais en mode... Et franchement, je vous l'ai déjà dit, mais Azriel, il parle pas beaucoup, mais dès qu'il parle, ses paroles ont toujours un impact. Et du coup, juste encore après, ça se bat un petit peu, parce que bon, voilà, ça se bat, mais évidemment, Azriel et Cassian gagnent parce que c'est Azriel et Cassian. Et je vous lis le passage. « Je suis la grande dame de la cour de la nuit, déclarai-je calmement. Eris lui-même cessa de ricaner. Ses yeux dorés s'agrandirent et ce que j'y lus ressemblait à de la frayeur. Il n'existe pas de grande dame, cracha l'un de ses frères. Maintenant, si, répondis-je avec un léger sourire.
Et vraiment, même si Fer c'est pas un de mes personnages préférés, j'étais là en mode wow, the impact, this is feminism. Et pour le coup, j'étais grave contente pour Farrah et je me suis dit ouais, vas-y, montre-leur parce que surtout les gens de la cour de l'automne, les frères de Lucien, etc., ils sont hyper misogynes, sexistes. Donc j'étais grave contente qu'elle leur montre qui avait vraiment le pouvoir. Et là, du coup, je viens de me rendre compte d'un truc et que je suis extrêmement mal à l'aise parce que moi, à partir du tome 2, j'ai lu le reste de la saga en anglais. Mais du coup, pour vous lire ce qui vient de se passer, j'ai pris la version en français. Et je constate que Farrah vous voit Lucien, qu'elle vous voit Cassian et qu'elle vous voit Azriel, ce qui n'a aucun sens parce que c'est ses plus proches amis. Enfin, Morrigan elle la vous voit pas, Rhys elle le vous voit pas, enfin jusque là normal. Donc je comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans la traduction pour que Farrah se mette à vous voyer ses amis hyper proches. Enfin pour moi ça n'a aucun sens mais bon. Et du coup à partir de ce moment là, Farrah retourne à la cour de la nuit. On a essentiellement des conversations avec les membres de la cour de Rhysand pour trouver un moyen de défaire le roi d'Hybern, des séances d'entraînement, Rhysand et Farrah qui s'envoient en l'air bien évidemment, occasionnellement ponctué d'interventions de Hélène la jardinière qui ne fait rien, qui fixe sa fenêtre et qui dit des choses que personne ne comprend. Mais là encore je reviendrai sur son cas juste après. Et là j'ai besoin de vous parler d'une scène qui arrive un peu plus tard dans le livre mais je trouve que c'est le moment d'en parler. Alors en fait on est un peu plus tard dans le livre donc comme j'ai dit il y a eu déjà une première bataille qui s'est déroulée à la cour du printemps, non à la cour de l'été pardon, et il y a donc la cour de la nuit qui va apporter son aide, donc il y a Farrah qui y va également et donc il y a plein de soldats qui ont été blessés etc. Et on retrouve Farrah et Rhysand sous une tente et par je ne sais quel moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que Farrah va initier une partie de sexe oral au milieu d'une guerre alors qu'il y a des soldats qui sont en train de mourir à l'extérieur et de crier leur agonie parce qu'ils ont été, je sais pas moi, amputés ou autres. Et franchement quand j'ai lu cette scène, je me disais mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et en fait, je savais déjà que cette scène allait arriver parce que après avoir terminé le tome 1, je comptais pas lire la suite de la saga et j'ai regardé les vidéos des Read with Cindy et quand je tombais sur des spoils, je faisais pas vraiment attention donc je savais que cette scène existait mais le fait de la lire vraiment, c'était encore plus perturbant. Franchement, j'ai lu ce truc et je me disais mais there's people that are dying. Diamond earring came off in the ocean and it's gone. And there's people that are dying. Et pour le coup, je pense que c'est la meilleure utilisation du mème de Kim Kardashian parce que ça colle totalement à cette scène. Enfin vraiment, il y a des gens qui sont en train de mourir et il n'y a pas à faire ça. Et du coup, je vous avais dit que j'ouvrirais une petite parenthèse sur le personnage de Elaine. Et franchement, avant de lire le tome 3, j'étais persuadée que Elaine était la plus petite des sœurs Archeron. Et j'ai appris qu'en fait, non, Elaine était au milieu. La plus grande étant Nesta, puis on a Elaine. Et ensuite, on a Farrah. Mais du coup, Elaine, elle a tellement un comportement de petite sœur que pour moi, j'étais persuadée que c'était la petite sœur. Mais en fait, non. Et là, franchement, je suis désolée pour tous ceux qui stan Elaine, pour tous ceux qui l'aiment trop, mais je peux vraiment pas me la voir, c'est-à-dire que je peux accepter tout type de personnage mais je ne peux pas tolérer l'inutilité et la stupidité, sauf que elle est les deux, donc déjà ça ne passait pas et je trouve que dans ce tome on l'a beaucoup trop vue et franchement clairement à part planter des fleurs je sais absolument pas ce qu'elle faisait, enfin elle est clairement inutile. Après vous me direz oui mais elle a été traumatisée par le chaudron blablabla, d'accord ça je peux comprendre mais en plus de ça, elle est bête, vous voyez? Et je vous dis, je ne peux pas tolérer la stupidité. Premièrement, elle ose, et j'insiste sur le ose, avoir le toupet de pleurer l'homme avec qui elle devait se marier parce qu'avant de devenir Hi-Fi, elle était fiancée à un mec, etc. Mais du coup, maintenant qu'elle est Hi-Fi, elle pourra plus jamais l'épouser. Mais attendez, enfin, voyez le mec quand même. Enfin, le mec, son père est totalement taré, enfin, c'est un gros raciste. Lui, pareil, il déteste les Fae, il allait l'enfermer dans un espèce de château complètement horrible. Enfin, clairement, elle allait vivre une vie enfermée. Mais genre, son passe-temps à lui et son père, c'est de chasser des Fae. Donc en fait, son gars est clairement raciste, vous voyez, alors que déjà premièrement sa sœur est quand même une Fae, sachant que son mec détestait Nesta aussi, qui est aussi sa grande sœur et la seule personne qui l'aime inconditionnellement, donc bon ça c'était moyen, mais en fait elle m'a grave donné les vibes des personnes qui se disent non mais moi je suis pas raciste, mais qui sortent quand même avec des gens qui votent FN, vous voyez, donc vraiment moi déjà premièrement ça passe pas, donc clairement quand ils sont allés au-delà du mur
Au-delà du mur, ça me fait penser à Game of Thrones. Enfin, bref, quand ils sont allés au-delà du mur, dans le royaume des humains, pour leur demander de l'aide, etc., et que du coup elle a été confrontée à son ex-fiancé, et qu'il l'a clairement bâché, et qu'il a dit qu'il voulait plus jamais la voir, etc., etc., alors aucune pitié pour elle, hein. Franchement, je me suis grave dit, mais bien fait pour toi, carrément, parce que tellement elle m'a saoulée, tout en sachant qu'à la fin du tome 2, comme je vous l'ai dit, on apprend que elle et Lucien sont mates, et vraiment son comportement, le comportement de Elaine, il m'a grave gavé, clairement, parce que je peux comprendre qu'elle veuille pas se jeter directement dans ses bras, etc., et que pour elle, enfin bon voilà, c'est pas non plus super important, mais en fait, enfin pour moi, tu peux pas te comporter comme ça, surtout en sachant l'impact qu'a un lien d'âme sœur, surtout pour les hommes, parce que du coup, bah, chez les filles, c'est beaucoup plus important, parce que chez les hommes, c'est plus eux qui le sentent, j'ai l'impression, plutôt que la femme, et je l'ai juste trouvé horrible, donc je pense clairement qu'elle ne mérite rien, donc clairement pour moi, c'est juste une petite conne, hein, enfin voilà. Et parlons également du fait que madame se soit fait enlever par le chaudron au plein milieu de la guerre, parce que madame n'est pas capable de réfléchir, d'utiliser les 2 neurones qui lui restent dans la tête pour se dire que si elle voit son fiancé humain à l'autre bout du camp, ce n'est pas son fiancé humain, parce que bizarrement il y a tout le monde qui a réalisé que c'était un piège, que ce soit Feyre ou Nesta ou Amren, mais par contre Elaine non, pas capable de réfléchir, et vraiment le fait qu'elle leur ait fait prendre des risques inutiles à Feyre et Azriel, surtout Azriel, parce que Azriel est grave mon gars, là j'avais vraiment envie d'en découdre, enfin franchement il n'y a pas à être bête comme ça, et franchement ça m'a fait l'apprécier encore moins, enfin honnêtement je pense qu'en plantant ses fleurs, elle a dû planter son cerveau en même temps, enfin je sais pas, elle a planté des magnolias, des roses, des marguerites, et elle a planté son cerveau en même temps parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour justifier d'être aussi bête clairement. Donc pour conclure pour Hélène, tout ce que je dirais c'est qu'elle est inutile et qu'elle est tout à fait pointless. Et voilà, je m'arrêterai là. Après, je pense quand même que l'autrice lui réserve un autre destin, et j'espère en fait que son personnage va évoluer, parce que, enfin pour moi, elle est tellement inutile que son personnage peut pas être pire dans tous les cas. Donc je pense que Sarah J. Maas nous réserve de belles surprises pour Elaine, j'attends de voir. Et du coup, j'ai mentionné le personnage de Azriel, et vous savez à quel point j'aime trop le personnage de Azriel. Même s'il parle pas beaucoup, je vous ai dit, à chaque fois qu'il parle, ses paroles ont un impact. C'est ce qu'on appelle des paroles de sagesse en fait. Sauf que quand je voyais ces petits moments avec Elaine, ses petites œillades, le fait qu'il lui ait passé son épée et tout, j'étais en mode gros, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, à quoi tu joues, clairement. Mais ce qui est important dans ce tome, c'est qu'on a enfin l'explication du pourquoi, du comment, de toute l'histoire avec Morrigan. Parce que du coup, Azrael est amoureux de Morrigan depuis 500 ans. Il lui a jamais déclaré ses sentiments, mais tout le monde sait en fait qu'il est amoureux de Morrigan. Et Morrigan, elle la friendzone sans le friendzone. Et dans ce tome 3, on apprend enfin pourquoi. Parce que Morrigan est bisexuelle. Enfin, j'arrive pas vraiment à savoir si elle est lesbienne ou bisexuelle, enfin je pense que ça se débat un peu dans la communauté, étant donné que bon, elle a quand même des relations avec des hommes, mais elle préfère les femmes, du moins elle a dit qu'amoureusement elle préférait les femmes. Déjà son coming out il fait 8 pages, j'ai pas compris, enfin personne ne fait des coming out comme ça, et je sais que par rapport à ça, Sarah J. Maas, ça s'est fait bâcher, parce que c'est vrai que la scène du coming out elle était pas très bien réussie, hein, clairement, mais bon au moins on a eu l'explication. Mais du coup faut que je vous lise un passage là encore que j'ai surligné sur la Kindle, parce que du coup on a le pourquoi du comment, parce que bon elle fait son coming out, ça y a pas de problème, mais après elle donne une explication bancale sur son comportement avec Azriel, et du coup j'ai besoin de vous lire ce qui se passe pour pouvoir justifier mon comportement d'après. Donc elle explique qu'elle avait été amoureuse d'une femme qui était humaine, etc., mais que ça n'a pas marché entre elles, que l'autre elle s'est mariée, etc., etc. Et du coup elle dit: et mes amants sont devenus un moyen d'empêcher Azriel de se demander pourquoi je ne faisais pas attention à lui. Il est merveilleux et unique, mais si je couchais avec lui, ne serait-ce qu'une fois pour savoir ce que je ressens pour lui, je crois qu'après tout ce temps, il le considérait comme un dénouement heureux. Si je lui révélais alors que je n'étais pas sûre de pouvoir me donner entièrement à lui, je crois que ça le briserait. Et je tiens assez à lui pour souhaiter qu'il rencontre quelqu'un qu'il aimera comme il le mérite. Ensuite, Feyre lui demande pourquoi est-ce que lorsqu'ils étaient à la cour de l'Aube, je crois que c'était à la cour de l'Aube, pourquoi est-ce qu'elle a couché avec Élion, et elle répond: dès qu'Azriel exprime ce qu'il ressent comme il l'a fait en frappant Eris, je sais que c'est vraiment stupide et cruel de ma part, mais j'ai couché avec Élion uniquement pour rappeler à Azriel que je n'arrive même pas à le dire tout haut. Pour lui rappeler que tu ne veux pas de lui, je devrais lui avouer, j'en ai besoin. Par la mer après cette nuit, ce que je devrais faire, mais... dit-elle en tordant la masse de ses cheveux dorés sur son épaule, il y a si longtemps que ça dure, je suis comme paralysée à l'idée de lui faire face, de lui expliquer qu'il a passé 500 ans à se languir de quelqu'un et de quelque chose qui n'existe pas et n'existeront jamais. À l'idée des conséquences, je crois que je préfère encore en rester là, c'est quand même plus facile. Donc en fait, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que ça fait 500 ans qu'un ami qui est très cher à elle est amoureux d'elle, qu'elle le sait, qu'elle ne l'a jamais recalé clairement, qu'elle ne lui a jamais dit parce que je ne sais pas quoi, parce qu'elle a peur, etc.
Et franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement choquée. Enfin, je pense que pour moi, c'était un des moments les plus choquants dans ce bouquin. Je sais pas pour vous si vous l'avez lu, mais moi, ça m'a énormément choquée parce que je trouve ça hyper grave en fait. Et en fait, ça fait 500 ans que... Et en fait, ça fait 500 ans qu'il est amoureux d'elle et qu'elle a même pas eu la décence de lui dire c'est mort, il se passera jamais rien entre nous parce que j'aime les femmes. Ou à la limite, si elle avait pas envie de lui dire, parce qu'elle dit qu'elle a peur, qu'elle a pas envie de le révéler, etc., qu'elle aime les femmes. Bon, ça, je peux comprendre qu'elle ait pas envie de le dire, même si c'est ses proches amis, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais à la limite, dis-lui que c'est mort et que ça n'arrivera jamais. Enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment hyper grave. Tu peux pas faire des trucs comme ça. En fait, pour moi, ça passe vraiment pas. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais pour moi, c'est vraiment hyper grave parce qu'elle connaît très bien Azriel. Elle connaît son passé, elle connaît tout ce qui s'est passé avec sa famille. Elle sait que le mec, il a grave besoin d'amour, etc. Et que c'est grave ce qu'il recherche. Et elle le laisse en suspens comme ça. Donc, franchement, quand je vois les gens qui sont en train de détester Nesta parce que Nesta est comme ceci, Nesta est comme cela, bon, j'avoue que Nesta, elle est pas facile, etc. Elle a son petit caractère. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que Morrigan elle vient de faire. Enfin, clairement, tu fais pas ça à quelqu'un que tu aimes autant, que ce soit en amitié ou en autre d'ailleurs, parce que bah, elle le considère comme son frère. Enfin, je pense, elle le considère comme son frère. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Enfin, pour moi, c'est vraiment hyper grave. Et du coup, vraiment, là, son personnage, il est tombé. Genre, je l'aime encore moins qu'Elaine. Donc, pour vous dire à quel point son personnage est descendu. Déjà que de base, j'étais pas non plus hyper fan, mais j'avais rien contre elle. Mais là, vraiment, je la déteste. Hein, je peux plus me la voir mort. Et Azriel, lui aussi, enfin, il y a pas à être bête comme ça. Ça fait 500 ans que t'es amoureux d'une meuf, tu lui as jamais dit, tu continues à espérer alors qu'elle a jamais fait de pas vers toi. Enfin, il y a pas à être bête comme ça aussi. Enfin, il a vraiment des goûts déplorables en matière de femme. Mais ça, à la limite, je lui pardonne parce que Azriel, c'est Azriel. Et mes morts, par contre, je lui pardonne pas. Et du coup, j'ai mentionné le personnage de Nesta parce que, bah, en commençant ce 3e tome, j'attendais en fait avec ferveur de voir pourquoi est-ce que tout le monde l'a détesté. Parce que, bon, dans le 1er tome, c'était une petite sotte, ça, on est unanime là-dessus. Dans le 2e tome, son comportement était un peu pareil. Mais quand je voyais à quel point les gens détestaient Nesta, enfin, une partie en tout cas de la fandom détestait Nesta, je voulais savoir pourquoi. Et vraiment, en terminant ce tome, j'ai toujours pas su pourquoi tout le monde l'a détesté. Enfin, certes, c'est pas la personne la plus avenante qu'on peut trouver, elle est froide à l'extérieur et tout, mais en fait, pour moi, c'est juste une petite sotte mal polie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement le genre de personne qui dit ouais, mais moi j'ai un fort caractère, alors qu'en fait, elle est juste mal élevée. Bah, pour moi, c'était la même chose parce que, à part dire I don't care ou des trucs comme ça, quand on lui posait des questions ou mal parler à des gens de pouvoir, je vois pas ce qu'elle a fait de si horrible pour qu'on pense que Nesta c'est le pire personnage, quoi. Donc, et enfin, voilà, pour moi, ouais, c'était juste une petite sotte. Donc, bon, j'ai pas trop compris toute la haine à l'encontre des Nesta. Enfin, pour moi, si tu veux haïr un personnage, autant que ce soit pour de bonnes raisons, mais moi, après, ce n'est que mon avis. En parlant des personnages, parlons du personnage de Rhysand, parce que du coup, dans ce livre, il est encore plus parfait que dans les autres tomes. Enfin, du moins, il est encore plus parfait que dans le 2e tome. C'est rappelé à toutes les pages à quel point il est désintéressé, à quel point il est altruiste, à quel point il aime s'occuper des autres, à quel point il fera toujours passer les autres avant lui, etc., etc. Et vraiment, ça m'a trop fait rire parce que ça nous a tellement été étalé à la face. Enfin, clairement, aucune nuance dans ce personnage, c'était super drôle. Il y a aussi le fait que ce soit le High Lord le plus puissant de l'histoire de Prythian. Alors ça aussi, ça nous était rappelé toutes les 4 pages, comme si on allait l'oublier. Je pense que Sarah J. Maas, elle le rajoutait histoire qu'on n'oublie pas à quel point Rhysand est un personnage qui est parfait. Mais du coup, dans ce tome-là, on en apprend encore plus sur Rhysand, ou Riceman, comme je l'appelle. Mais autant dans le tome 2, il se posait comme l'inventeur du féminisme, que c'était le féministe originel, autant là, on franchit un nouveau palier dans le 3e tome. Parce qu'en fait, on apprend qu'il a construit une espèce de bibliothèque, enfin en tout cas, il a donné refuge à des prêtresses qui avaient été agressées en fait sexuellement par des hommes, qui avaient été vraiment traumatisées par des hommes, et il leur a donné accès complètement à la bibliothèque. Donc en fait, la bibliothèque est à elle, et c'est une bonne initiative. Mais vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, mais Rhysand, l'inventeur des réunions en non-mixité en fait. Mais vraiment incroyable ce Rhysand. Enfin bref, on arrive au moment le plus intéressant du livre. Enfin, on arrive non parce que depuis tout à l'heure je parle totalement dans le désordre, mais en gros on est à environ 70% du livre. Et on a en fait la réunion dont on parle depuis le tome 2 avec tous les High Lords en fait de Prythian, parce que Prythian est divisé en 7 cours. Et les 7 cours, ils ont tous un High Lord. Et du coup, ils ont fait en sorte de se réunir pour parler de la menace comment il s'appelle, du roi d'Hybern, etc. Et c'était vraiment super intéressant parce que du coup on a eu d'autres perspectives. Déjà on a vu les autres High Lords et on a vu la cour de l'aube où s'est tenue la réunion et tout. Et pour moi c'était un des moments préférés et un des moments les plus intéressants. Et en plus de ça, soulignons que ça a été l'occasion parfaite pour Sarah J. Maas d'insérer ses personnages de couleur, histoire qu'on la taxe pas de raciste. Mais bon, ça j'en parlerai après. Mais oui, enfin, il me semble qu'à la cour du printemps et à la cour du jour, Elion et Tarquin, je sais pas comment ça se prononce, bref, Tarquin, ils sont noirs. À la cour de l'aube, il me semble qu'ils sont un peu typés asiatiques. Donc voilà,
voilà, c'était la parfaite introduction des personnages secondaires de couleur, on adore. Mais bon, comme j'en ai déjà parlé de toute façon dans ma dernière vidéo sur la diversité, voilà, ça a été fait. Mais du coup, les High Lords sont en train de discuter, etc. Et du coup, on pensait qu'il n'y aurait que 6 personnes. Mais là, qui est-ce qui déboule? Tamlin, alors qu'il n'avait pas répondu à l'invitation. Et du coup, il déboule seul parce que Feyre a ruiné sa vie et que tout le monde l'a abandonné, que ce soit ses gardes, que ce soit les gens de la course du printemps. Elle a même volé son meilleur ami, donc vraiment, il est vraiment forever alone. Et donc, il arrive et là, il commence à rager non-stop. Mais vraiment, c'était super drôle. Enfin, d'un côté je me disais mais il n'y a pas à faire des trucs comme ça, il n'y a pas à dire des trucs comme ça parce qu'il a vraiment dit des trucs qui m'ont trop choqué, va falloir que je vous les lise d'ailleurs, mais d'un côté j'arrive à comprendre parce que la meuf qu'il aimait, en qui il avait confiance, etc., lui a totalement mis à l'envers pour partir avec le mec qui est entre guillemets son pire ennemi, donc j'arrive à comprendre, mais vraiment monsieur, il n'y a pas à dire des choses comme ça. Mais vraiment en fait j'étais tellement choquée, je me rappelle très bien parce que je lisais à la fin de ma pause déjeuner et ça m'avait tellement choquée, je me suis pris les pieds dans la chaise. Et d'ailleurs à ce moment-là j'ai envoyé plein de messages à Eline parce que j'ai pas fait ma dédicace spéciale, mais je peux pas faire cette vidéo sans faire de dédicace spéciale à Eline parce que clairement quand je lisais le tome 3 j'allais lui envoyer des messages toutes les 2 minutes, je faisais que lui poser des questions quand je comprenais pas des trucs, elle me répondait et tout, donc franchement elle a dû en avoir trop marre de moi. Merci Eline de pas m'avoir bloquée et de m'avoir supportée, en tout cas j'ai bien aimé passer ce moment avec toi. Enfin bref, je vous disais donc que Tamlin était totalement en train de rager. Non vraiment attendez, faut que je vous le lise parce que du coup il est totalement en train de rager Tamlin parce que il arrive, il se rend bien compte que du coup Feyre l'a quitté, que Rhysand c'est son mate, qu'ils se sont mariés, qu'en plus de ça elle est High Lady de la Night Court, et du coup il est en train de parler, de rager, tout ça et Feyre lui dit tu ne pourras pas réécrire le cours de l'histoire, tu ne pourras pas le tourner à ton avantage, et il dit quand tu es au lit avec elle, est-ce que tu as remarqué les petits bruits qu'elle fait juste avant de jouir, lança Tamlin Harris. Non, c'était trop savage, c'était non. Non, c'était trop savage, c'était trop pour moi. Je ne pouvais... Non, c'est trop. Mais non, mais quand je vous dis que j'étais trop choquée. Enfin, d'un côté, c'est hyper drôle, mais il n'y a pas à dire des trucs comme ça. Enfin, il était déchaîné, Tamlin, là. Franchement, je m'y attendais tellement pas, en fait. Et en fait, je pense que ce qui m'a le plus choquée, c'était l'absence de réaction de Rhysand. Parce que, clairement, moi, si je suis avec mon mari et qu'il y a mon ex qui déboule et qui commence à dire des trucs comme ça, et que tu réagis pas, mes motifs de divorce, en fait, je vais péter les plombs. Et encore une fois, heureusement, on a Azriel, vraiment meilleur personnage, qui du coup, lui, est gravillombe et qui dit surveillez votre langage lorsque vous parlez de ma grande dame. Mais vraiment, enfin, je vous dis Azriel, dit Impact, mais non, mais cette scène m'a trop choquée, j'étais trop choquée. Et du coup, juste après ce meeting, on apprend en fait que Elion est le père de Lucien, alors que Lucien est censé être le fils de Béron, qui est le High Lord de la cour de l'automne. Et en fait, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que le père de Lucien, qui est Béron, qui n'est pas vraiment son père, du coup, le déteste et pourquoi est-ce qu'il a fait tuer sa fiancée. Oui, du coup, ça veut dire que Lucien est métis, parce que sa mère est blanche et rousse, et que son père est noir, et donc on sait très bien que Lucien, il a les cheveux roux, etc. Mais du coup, ça voudrait dire que il est métis, quoi. Et moi, je l'avais jamais imaginé. Enfin, pour moi, il était blanc. Je sais que même dans le premier tome, il est décrit comme ayant la peau un peu mate, mais enfin, pour moi, il était... Voilà, il avait la peau à aller, mais voilà, on apprend qu'il est métis. Et du coup, à chaque fois que je vois des moodboards, des gens qui disent « Oui, les acteurs que je verrais bien pour jouer dans ACOTAR », et que pour Lucien, ils mettent des roux à la peau pâle, je me dis « Eh non, ça ne marchera pas parce qu'il est métis. » Mais oui, du coup, si vous ne le saviez pas, je pense que c'est soit le pire cauchemar des gens qui détestent ACOTAR et le rêve ultime de tous ceux qui adorent, mais ACOTAR va être adapté en série TV, voilà. Et franchement, si vous saviez à quel point j'ai trop hâte de voir qui est-ce qu'ils vont choisir pour jouer les acteurs, parce que je sais que sur TikTok ça commence déjà à jaser dessus et tout, parce que bon, si vous saviez pas, même si c'est assez évident, les 3 sœurs Archeron, elles sont décrites comme étant blanches, voilà, elles sont brunes, la peau claire, pardon, les yeux clairs, à part Hélène qui a les yeux marrons, je crois, voilà. Sauf que pour les Illyriens, donc nos très chers Rhysand, Cassian et Azriel, qui sont les principaux Love Interest et tout, et ils sont décrits comme ayant la peau mate, un peu brune. En fait, Sarah J. Maas, elle les décrit comme étant sun-kissed, ce qui clairement ne veut rien dire, enfin je sais pas. En fait, dans mon esprit, c'est totalement confus parce que moi, je les imagine comme je les vois dans les fanarts, et dans les fanarts, ils ont toujours la peau genre vraiment hyper bronzée, hyper mate. Vu qu'ils sont décrits comme ça, moi je les aurais plus imaginés comme des personnes peut-être du Moyen-Orient, Maghreb, sud de l'Asie peut-être même. Parce que concrètement, vu comment ils sont dessinés, bon les fanarts, c'est peut-être pas la manière dont l'autrice les a imaginés, mais moi du coup je les imagine comme ça. Et dans les fanarts, vu comment la couleur de leur peau est dans les fanarts, moi je connais aucun blanc qui a cette
cette couleur de peau là. Enfin, clairement, si normalement t'es blanc et que t'as cette couleur de peau là, je pense qu'il faut cesser les UV et aller voir un dermato parce que c'est pas possible quoi. Et en fait, l'autrice elle est décrite, comme j'ai dit, comme ayant la peau sun-kissed. Sun-kissed qui ne veut un petit peu rien dire. Donc en fait, dans la fandom, bah, ça commence à se poser des questions, etc. pour savoir, bah en fait, pour les acteurs, ils seront joués par qui, enfin, à quelle ethnicité on peut les rapprocher exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, ils sont racialement ambigus et que du coup, si ils sont racialement ambigus, ils sont blancs. Il y en a d'autres qui disent que non, etc. Et vraiment, à chaque fois que je voyais ça, j'étais là en mode drama. Du coup, ouais, il y a grave du drama là, surtout sur TikTok en ce qui concerne les acteurs qui vont jouer dans Akotar, enfin en ce qui concerne bah du coup les Illyriens quoi. Mais ouais, du coup ça a beaucoup parlé culture, etc. en disant que bah les Illyriens n'avaient pas de culture propre, alors que moi je trouve que justement ils ont une culture propre. On sait que c'est un peuple qui est vachement guerrier, qui ont leurs propres coutumes, etc., etc. Mais bon, enfin voilà, hein, après on verra. Moi ils me font énormément penser aux Dothraki dans Game of Thrones par exemple. Je trouve que c'est un peu la même chose. Du coup automatiquement je vais les imaginer bah, comme les Dothraki, donc comme les acteurs un petit peu orientaux. Mais c'est totalement possible que ce soit pas du tout le cas, hein. Mais franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse à toutes les personnes qui font des mood boards et qui mettent l'acteur que j'imaginerais jouer Rhys ou Cassian et qui mettent Henry Cavill. Arrêtez s'il vous plaît, parce que déjà premièrement je ne pourrais absolument pas supporter de le voir jouer des scènes aussi explicites, clairement ce serait beaucoup trop pour mon petit cœur, et en plus de ça il est trop vieux donc ça n'arrivera pas, désolée de briser vos rêves. Bon alors je vais accélérer et parler un petit peu de la fin parce que sinon cette vidéo va durer une éternité, mais à la fin en fait quand la guerre se déclare vraiment contre Hybern et tout, on a l'intervention d'un personnage dont on avait complètement oublié l'existence qui est le père de Feyre, Nesta et Elaine, et en fait on apprend qu'il est allé sur un autre continent pour amener d'autres Fae en tant qu'alliés du coup aux gens de Prythian et d'autres humains aussi j'imagine, et que enfin il prend à cœur son rôle de père parce que depuis le début on nous le décrit comme un homme tout à fait inutile qui a laissé ses filles se débrouiller et qui laissait Feyre prendre les choses entre ses pattes. Mais oui vraiment il déboule, il sert à quelque chose. Bon après il est lamentablement tué par le roi d'Hybern, ce qui est terrible, mais on a aussi de Bone Carver et de Weaver qui meurent, ce que j'ai pas compris parce que j'ai cru que c'était des dieux, donc si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils sont morts, comment, enfin bon bref ça aussi explication. Mais c'est vrai qu'à la fin il y avait beaucoup de facilité de scénario quand même, d'éléments miraculeux, tout ça, bon ça m'a pas non plus trop dérangé parce que bah c'est du Sarah J. Maas. Mais d'un autre côté j'ai trouvé que l'exécution était plutôt bien faite parce que je m'attendais pas en fait à ce que la guerre dure sur autant de chapitres. Je pensais que ça allait être réglé comme ça en un claquement de doigts, mais en fait non, et pour le coup par rapport à ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Et est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît du moment où en gros Nesta et Cassian sont censés être les appâts pour que Nesta, parce que Nesta elle a reçu une magie spéciale du chaudron, puisse aller tuer le roi d'Hybern, et que bah du coup bah c'est perdu parce qu'elle a pas réussi à le tuer, etc. et que le roi d'Hybern s'avance vers eux pour les tuer, que Cassian est à moitié en train de mourir, que Nesta lui dit de partir, de se lever, etc. mais que bah il peut pas parce qu'il est au sol et qu'il est blessé et tout, et que du coup Nesta s'agenouille à côté de lui et que genre elle le protège de son corps pour qu'ils puissent mourir ensemble. Vraiment c'était vraiment la scène la plus mignonne de tout ce bouquin, je m'y attendais tellement pas en fait, mais c'était beaucoup trop chou. Et du coup bref, il y a la guerre qui se passe, ils sont en train de perdre et tout, et ils décident de lâcher Amred en fait. Et du coup d'un côté j'étais contente parce que je me suis dit, bah depuis le début on nous dit que Amred elle est terrifiante, etc. donc on a enfin pu la voir à l'œuvre, mais bah je pensais que bah elle allait rester sous sa forme originelle, mais en fait non, bah elle a été remise dans un corps de feuilles et tout. J'étais en mode oh, quand même je pensais qu'on en avait fini avec ça. Mais bon d'un côté j'étais contente parce que j'aime bien son personnage et que je la trouve super sassy. Mais par contre la mort de Rhysand, enfin quel était le but? J'ai vraiment pas compris l'intérêt de le faire mourir au début d'un chapitre pour le faire ressusciter à la fin, à part pour montrer le fait que Feyre pouvait pas vivre sans lui et que bah ils étaient trop liés et qu'ils s'aimaient trop, mais sinon inutile, hein, franchement la mort la plus inutile. Mais donc on a Rhysand qui ressuscite parce que tous les High Lords décident de lui donner un petit peu de leur magie pour qu'il puisse se rétablir et qu'il puisse ne pas mourir, etc. Y compris Tamlin, ce qui m'amène à mon avant-dernier point, qui est mais s'il vous plaît libérez Tamlin. Enfin le mec a vraiment trop souffert. Franchement je vous dis, après avoir lu Akotar et avoir vu genre que tout le monde détestait Tamlin, etc. j'ai cherché la raison, j'ai lu le tome 2, j'ai continué à chercher, j'ai terminé le tome 3, je continue toujours à chercher parce que vraiment il souffre trop, il souffre vraiment trop. Enfin vraiment parce que je vous dis, j'attendais, oui Tamlin a fait ceci, Tamlin a fait cela, donc je m'attendais à un truc de ouf, et je suis toujours pas convaincue parce qu'en fait quand tu te places de son point de vue ça s'explique. Certes il est pas parfait, il a fait des erreurs, etc. mais il n'y a pas à le détester comme ça. Enfin vraiment, je reviendrai sur le cas de Tamlin plus en détail dans ma prochaine vidéo sur Akotar qui sera sur A Court of Frost and Starlight. Mais non mais Tamlin, enfin vraiment c'est trop. Avec Adélie on a décidé qu'on allait lancer un merch, genre des t-shirts et tout avec écrit Free Tamlin dessus parce que enfin il a trop souffert. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup trop souffert, qu'il mérite vraiment pas. Mais ce qui est drôle c'est qu'en lisant
lisant, on se rend vraiment compte que l'autrice ne l'aime pas en fait. Donc je sais pas si c'est de la méchanceté gratuite, si elle a eu un ex blond qui l'a fait souffrir, mais vraiment, enfin, c'est vraiment pas facile pour lui quoi. Et pour conclure mon avis sur ce tome là, bah écoutez, franchement j'ai bien aimé, ça a été mon préféré des trois. Je sais que souvent c'est celui qui est le moins aimé parce que les gens trouvent que le rythme est un peu bizarre et qu'il est long, etc. Mais moi ça a été mon préféré des trois. Enfin franchement c'était un peu le livre addictif auquel je revenais tout le temps quand j'étais pas en train de le lire. J'avais trop envie de le lire, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer, etc. Mais oui franchement ce livre était étrangement addictif, c'est-à-dire que sur mes pauses déjeuner, bah je le lisais sur mes pauses déjeuner quoi. Donc franchement ouais ça a été mon préféré des trois. En plus c'était le moins cringe des trois, donc vraiment c'est celui que j'ai le plus aimé. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur Un palais de cendres et de ruines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, elle est encore une fois super longue, mais vous avez l'habitude de toute façon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez lu, du coup, ce que vous en avez pensé, etc. Et bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.